sommes réunis donc pour parler du Menteur de Corneille, dont Julia Vidit, vous avez créé une version en 2017, avec Guillaume Caillet à la dramaturgie et à l'adaptation. Le Menteur de Pierre Corneille et son parcours associé mensonges et comédie sont inscrits au programme national des classes de première des voies générales et technologiques pour l'objet d'études le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, à compter de la rentrée 2024. Et ceci explique en partie, je pense, la présence de nombreux enseignants à cette rencontre. Le spectacle a été créé en 2017 à la Manufacture. Il a connu par la suite une tournée très conséquente jusqu'en mars 2020 où, pour les raisons que tout le monde connaît, cette tournée a été brutalement arrêtée. Mais il fait donc l'objet d'une captation disponible sur le site Cyrano Éducation, ce qui permet donc aux enseignants de prendre appui sur cette captation pour compléter l'étude du texte par un exemple singulier de mise en scène. Et puis par ailleurs, vous allez reprendre la tournée de ce spectacle à partir de la saison prochaine, en 24-25, à Nancy, Tours, Bourg-en-Bresse, Nice et d'autres dates sans doute encore à venir, et sans doute aussi pour la saison 25-26. Donc Julia Vidit, vous êtes comédienne, metteuse en scène. Depuis 2021, donc vous dirigez maintenant le théâtre de la Manufacture à Nancy. Vous avez été formé par l'école de Nice Arestrup, puis au Conservatoire d'art dramatique. En 2006, vous avez créé la compagnie Java Vérité. Et petite remarque, d'ailleurs, c'est assez drôle que cette compagnie, avec son nom, s'occupe du menteur. Enfin bon, on en reparlera. Vous proposez un théâtre pour tous les publics à travers différents formats, c'est-à-dire que certaines créations sont faites pour des grands plateaux et d'autres plus légères sont jouées hors les murs et vont directement à la rencontre des publics. Vous êtes très attaché à cette idée d'aller à la rencontre des publics. Vous défendez l'idée de l'acte théâtral comme vecteur d'émancipation individuelle et collective. Parmi vos mises en scène notables, on peut citer le Fantasio d'Alfred de Musset, le Faiseur de Thomas Bernard, l'Illusion d'Ivan Viripayev, La bouche pleine de terre de Branimir Stepanovitch, Rix de Jean-Claude Rimbert, Pourquoi faire de Marilyn Mattei, Dissolution de Catherine Verlaguet, Le Menteur, avec l'auteur dramaturge Guillaume Caillet, avec lequel vous collaborez par ailleurs régulièrement, puisqu'il est l'auteur de nombreuses pièces que vous avez montées, La Grande Illusion, Dernière Paille, Climato quoi, et tout dernièrement, Quatrième A. Donc, comme nous l'avons évoqué, votre parcours de metteuse en scène témoigne d'un goût plutôt porté quand même pour les écritures du XXe siècle, voire tout à fait contemporaines. Et donc, dans ce parcours, la première question, c'est pourquoi le menteur de Pierre Corneille? Comment s'est faite la rencontre avec ce texte? Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette rencontre et puis de l'organiser. Et merci à tous et à toutes d'être présents. La rencontre avec le texte, c'est drôle quand vous dites que je m'intéresse au texte contemporain et 20e ou 21e siècle, parce que c'est pas du tout le sentiment que j'ai à l'intérieur. Je lis beaucoup d'écriture classique et j'en ai beaucoup joué, parce que ce qui est important, c'est de savoir que j'ai une formation vraiment d'actrice. Et donc, j'ai travaillé Racine, Corneille à l'école. Et en sortant de l'école, j'ai monté Fantasio et j'ai notamment joué dans le Cid de Corneille, mis en scène par Alain Olivier, qui à l'époque était directeur du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. C'est une expérience qui a été assez forte pour moi. Et donc, comme une actrice responsable et engagée, j'ai lu à ce moment-là ou relu les œuvres de Corneille, et notamment Le Menteur, qui m'a tout de suite à la lecture beaucoup amusée et surtout mis en tête une espèce d'équation impossible. Voilà. C'est-à-dire que l'équation impossible, pour moi, elle réside dans le fait que, a priori, je ne suis pas d'accord avec ce menteur, je ne trouve que c'est pas bien de mentir, et en même temps, si ce menteur ne ment pas, il n'y a pas de théâtre. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup excitée. Voilà. Et après, ce qui me plaît beaucoup dans la pièce, c'est la langue que je trouve extraordinaire. Pour le coup, j'ai un penchant vers Corneille plus que pour Racine, à différents titres, mais en tout cas, je trouve que sa langue, chaque vers avance. On peut dire que la langue de Corneille est très active. Chaque vers est utile. Ce que je ne dirais pas la même chose de Racine. Et puis après, il y a un positionnement par rapport au pouvoir qui me touche davantage chez Corneille que chez Racine, mais bon, ça peut-être on y viendra un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette pièce. Donc cette pièce, elle m'a habité longtemps, parce que j'ai joué le Cid il y a quand même des années. J'ai monté la pièce beaucoup plus tard. Je m'en sentais peut-être pas les épaules ou l'énergie, et donc j'ai travaillé longtemps dessus, et notamment avec mon scénographe, avant de faire la création en 2017. Si je peux aussi dire ce qui peut paraître curieux de reprendre Le Menteur aujourd'hui, alors juste un petit mot là-dessus.
Évidemment, les fruits n'ont pas pu être récoltés jusqu'au bout puisque le Covid a arrêté la tournée, qui était une très belle tournée. Donc il y a cette frustration-là. La deuxième raison, c'est que effectivement, c'est au programme de tous les lycéens et que ça me paraissait hyper important de pouvoir leur offrir la pièce debout et en chair et en os parce que c'est très précieux. La troisième raison, c'est aussi que moi, j'ai changé de place. J'ai été directrice de compagnie et je suis devenue directrice d'une institution, le Centre dramatique national de Nancy. Et donc, le rapport au pouvoir n'est pas le même. Et donc, ça, c'est intéressant de voir comment moi, je dialogue avec la pièce aujourd'hui. Et voilà, et ça fait partie aussi des œuvres qui sont sans fin, c'est-à-dire sans fond. Et pour le Cid, par exemple, que j'ai joué plus de 100 fois, il y a jamais de lassitude. C'est des pièces dont on n'a jamais fait le tour parce que la langue est extrêmement profonde, les sentiments sont extrêmement grands. Et ce que ça charrie fait qu'il y a pas, c'est des œuvres dont on n'a jamais fait le tour. Voilà. Je dirais qu'il y a des textes plus modestes où on peut dire que parfois on a fait le tour du texte. Voilà. Il y a d'ailleurs dans le travail que vous proposez, il y a une évocation directe du Cid, hein. Vous reprenez le monologue de Don Diègue au sein du monologue de Géronte dans l'acte 5. Donc, bon, alors, c'est plus qu'un clin d'œil, ce choix-là, j'imagine. C'est quand même un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil profond, mais c'est un clin d'œil à l'histoire du théâtre, c'est un clin d'œil à l'histoire de Corneille. Je pense que Corneille lui-même sait qu'il dialogue avec son monologue qui a eu un grand succès. Je veux dire, voilà, donc là on rentre dans le rapport entre le Cid et le menteur sont très liés. En fait, Corneille fait un grand succès avec le Cid, un succès incontesté, incontestable. Il est anobli, mais il y a deux choses dans le Cid qui vont lui porter préjudice. Une chose officielle qui est qu'il ne respecte pas les règles posées par Boileau, les règles du théâtre classique. Donc ça, on lui en veut, ça fait la querelle du Cid. Mais il y a une autre raison plus officieuse qui est la représentation du duel. Qui a été interdite par Richelieu. Et donc, Richelieu, qui l'aime pourtant beaucoup, va lui dire, écoute, disparaît un petit peu. Et donc, Corneille repart à Rouen. Et donc, quand il va repartir à Rouen, là, il va écrire Le Menteur. Et ce que nous raconte enfin, c'est génial puisqu'il écrit Le Menteur et le menteur, c'est un jeune homme qui va à Paris conquérir Paris. Et donc, lui, il a envie de reconquérir Paris. Et Le Menteur va être un succès d'ailleurs. Mais donc, je trouve que c'est juste par rapport aussi en fait, le foyer d'écriture du Menteur est relié de fait au Cid. Voilà. Donc ça me paraissait beau aussi qu'il y ait une filiation entre les deux pères des deux pièces. Et puis après, il y a vraiment une citation du succès, du tube, parce que j'ai quand même entendu beaucoup, oui, bah, le menteur, c'est quand même pas très connu, c'est pas un vrai classique, etc. Bon, moi, je trouve que le plus classique, c'est pas possible, mais j'ai entendu ça de la part notamment des directeurs de lieux pour la programmation du spectacle. Donc j'ai dit, bon, bah, on va injecter un peu les vers les plus connus du menteur. C'était un peu une pirouette de ma part. Et c'est assez beau parce que quand même, dans chaque salle, à chaque fois, il y a des gens qui reconnaissent et il y a des gens qui rigolent de cette citation. Et puis s'ils ne le reconnaissent pas, et ben, je leur remporte pas, enfin, c'est pas grave, en fait, on a le droit de pas connaître le Cid, mais on entend ces magnifiques vers de, de- du père du Cid. Je cherche son nom là, dont... C'est Don Diègue. quelqu'un va m'aider, Don Diègle, voilà. Diègue. J'ai Bruno Sermon en tête, qui est l'acteur qui jouait Don Diègle. Ouais, d'accord. Euh, bon, vous avez injecté un peu de cine, mais vous avez quand même aussi injecté un certain nombre de modifications, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai travail d'adaptation. Un travail d'écriture aussi. Il y a des ajouts, je pense à une scène entre Lucrèce et Isabelle. Il y a des passages qui sont supprimés, en particulier dans certaines tirades de Dorante. Il y a des modifications, évidemment, enfin, j'allais dire, de termes, de références. C'est-à-dire, c'est des choses qui étaient peut-être trop ancrées dans un contexte au XVIIe. Vous les avez il y a une volonté d'actualisation quand même de la part de Guillaume Caillet, enfin, dans votre travail avec Guillaume Caillet. Donc, il y avait cette volonté, je pense, de rendre plus accessible le texte au public d'aujourd'hui. Enfin, voilà, d'expliquer un petit peu ce Oui. travail d'adaptation. Alors, il y a d'abord une chose importante là-dedans, c'est que
Bon, moi, ça m'intéresse pas tellement de monter la pièce telle qu'elle était montée à l'époque. Déjà, je ne sais pas, je n'y étais pas. Et ensuite, j'estime qu'on ne fait pas une pièce de musée. Enfin, on n'est pas en train de redonner une pièce telle qu'elle a été montée. Il y a des metteurs en scène qui le font et c'est intéressant et très bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéressait là, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à monter un texte classique aussi, c'était de dire comment aujourd'hui on peut avoir un dialogue, comment je peux établir un dialogue avec une pièce du passé. Comment je fais une passerelle entre 1643 et 2024 ou 2017 à l'époque où je l'ai monté. Ça, c'est une chose très importante. Euh, D'autant que dans le théâtre public français, il y a une volonté, et depuis la décentralisation, hein, de mettre au répertoire les œuvres classiques dans une idée de nation, dans une idée de créer une culture commune. Enfin, et j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que je trouve ça très important qu'on ait une culture voilà, partagée, qu'on ait des grandes œuvres qu'on connaisse, qu'on partage, qui nous émeuvent, etc. Pour autant, moi, j'ai un regard de femme du 21e siècle. Et donc, je suis aussi critique du 17e, et donc à plusieurs endroits. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a la question de la pièce et donc des us et coutumes de l'époque qui peuvent me choquer en regard d'aujourd'hui. Et puis, il y a la question théâtrale. Il y a la question comment une œuvre aujourd'hui peut être reçue et comment on favorise le lien avec la salle et comment on aide cette œuvre à passer sans toucher à son essence. Et ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que je ne crois pas que j'ai adapté pour m'arranger, pour que ce soit plus facile. J'ai essayé d'adapter pour rentrer dans un lien avec la pièce, dans un dialogue aussi d'époque. Voilà. J'essaye de vous dire les deux axes de travail. Hein, voilà. Pour rendre la pièce plus accessible, ou en tout cas accessible aujourd'hui, par exemple, il était évident que la scène d'exposition du menteur est truffée de références de gazettes du XVIIe siècle qui sont absolument inaudibles pour un spectateur de notre temps, qui soit adulte, lettré, cultivé. Je veux dire, ça n'est pas possible de comprendre, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on met de côté déjà la salle. C'est-à-dire que c'est comme si on lui donnait quelque chose qu'elle n'est pas capable de recevoir. Donc, il nous a paru évident qu'il fallait déjà bien tendre la main aux spectateurs d'aujourd'hui, d'autant que le spectateur d'aujourd'hui est une langue du XVIIe et des Alexandrins, on a intérêt à le mettre avec nous. Donc, ça m'a paru évident qu'il fallait retravailler cette scène d'exposition. La deuxième chose qui a été très évidente très vite, c'était d'avoir une signature de la part de l'équipe de création et notamment le dramaturge et moi. Et donc ça passe par un petit épilogue assez court de 10 minutes dans une langue contemporaine, en prose. Enfin, c'est même pas 10 minutes, c'est 6 minutes, sur la question, sur le thème central, enfin, à mon sens, de la pièce, qui est la question de la vérité. Vérité et pouvoir comme une signature, comme quelque chose qui dit bon bah voilà, on a joué tout ça, et bah qu'est-ce que ça soulève comme question et voilà, et ces deux questions sont prises par le rôle de Philiste, qui est un peu le copain philosophe qui voit clair de Dorante et le copain d'Alcippe, et puis Cliton, qui est l'acolyte de Dorante et qui donc a toujours été témoin des mensonges. Donc ça, c'est une deuxième chose qui a été proposée, enfin qu'on a assumé de faire. Et vraiment, je l'ai fait avec beaucoup de, euh, voilà, de soucis, de ne pas. Il n'était pas question que moi je passe devant la pièce. C'était encore pour essayer de soulever les questions que pose la pièce, quoi. Il y a aussi le rééquilibrage des rôles féminins et masculins, c'est-à-dire de se dire, OK, bon, bah, donc, au XVIIe siècle, c'est quand même les hommes qui ont beaucoup à jouer. Il se trouve que je suis actrice et donc c'est important pour moi que les femmes aient de quoi travailler. Déjà, j'ai décidé que Cliton serait joué par une femme, mais on croit que c'est un homme quand on la voit sur scène et on y croit très bien et c'est totalement possible. Voilà, ça c'est un choix de distribution. Mais il y a une chose plus importante qui va avec deux choses, c'est-à-dire rééquilibrer masculin-féminin, mais aussi pour donner plus d'action à la pièce. Enfin, et aussi parce que quand je monte des pièces, je me dis que les acteurs ne doivent pas s'ennuyer. J'ai jamais monté des pièces avec un acteur qui dit une phrase et qui ne fait plus rien d'autre. Pour moi, c'est trop triste. Du coup, j'ai considéré que, en travaillant longtemps, on s'est rendu compte que Sabine, la suivante de Lucrèce, et Lucrèce
pouvait être un seul et même rôle. Que si on faisait ça, ça offrait un double féminin à Dorante. C'est-à-dire que Lucrèce va se grimer, elle va aussi intriguer. Et ça, quand on a attrapé ça, par au départ une question juste de ne pas faire qu'il y ait des actrices qui soient sur la touche et qu'elles s'ennuient, on s'est dit, ah mais dis donc, Sabine est un tout petit rôle, hein, pas très intéressant. Lucrèce est un peu faible aussi par rapport à Clarisse, mais oh là là, mais si Lucrèce jouait... Et là, on a commencé à dérouler cette pelote. Et on s'est rendu compte que c'était génial parce que ça offrait un double féminin à Dorante et que le mensonge n'est pas l'apanage des hommes et qu'une femme peut tout à fait avoir l'audace de mentir, de se travestir, de vouloir arriver à ses fins aussi, de pas forcément être morale, de pas forcément... voilà. Donc ça, c'est un choix. Quand on a fait ce choix-là, on a bien eu conscience de faire un choix extrêmement fort. Ça ne change pas beaucoup le texte, c'est ça qui est étonnant, c'est que finalement Lucrèce récupère les répliques de Sabine et elle va pouvoir intriguer, quoi. Ça met un rapport aussi entre Lucrèce et Clarisse beaucoup plus fort. Voilà. N'en reste pas moins que dans la pièce, les femmes sont quand même les objets des choix masculins et notamment des pères, elles sont là pour être mariées. Et donc, on voit bien que le père a choisi la femme pour Dorante, que Clarisse a déjà un mariage prévu avec Alcide qui arrange la famille. Enfin, on voit bien que les femmes sont quand même les objets et c'est les mœurs d'un temps. Donc, il m'a semblé intéressant dans la scène très, très forte de Corneille, puisqu'il ose faire une scène entre, là vraiment, pour toutes les jeunes femmes, c'est très beau, cette scène entre Lucrèce et Clarisse, qui est une scène forte de personnages féminins qui ont, voilà, qui s'expriment. Il m'a paru intéressant que là, elles aillent au-delà, c'est-à-dire qu'elles aillent au-delà de la partition que Corneille leur avait donnée et qu'elles s'expriment plus fortement, qu'elles aient conscience de leur position et que pour le faire, on a décidé qu'elles allaient casser la convention de langage et donc basculer de l'alexandrin à la prose. Voilà, ça c'est très court, ça dure à peine, mais on entend que là, elles pourraient sortir d'un jeu qui est le jeu du 17e, et ce jeu du 17e, dans la forme, il se fait par l'alexandrin. Voilà, donc elle quitte la convention de langage. Et il y a une dernière chose sur laquelle on a agi, c'est le retournement final. C'est-à-dire que dans la pièce originale, alors, il faut se mettre à la place de Corneille, hein, qui écrit au XVIIe, donc qui écrit aussi pour la cour, pour le roi. Il doit finir correctement, il doit finir bien. Euh, et donc, d'un seul coup, il fait que d'un seul coup, bah, Dorante, finalement, il aime bien aussi Lucrèce. Bon, moi, j'y crois pas tellement à ça. Je pense que je veux croire qu'il a vraiment eu un coup de foudre pour Clarisse et que il va tenir. Enfin, ce coup de foudre ne s'en va pas comme ça en deux vers, quoi. Et donc, j'enlève ces quelques vers où il dit, mais finalement, l'autre me plaît aussi et je le fais aller, je le punis, quoi. Je le punis, c'est-à-dire qu'il va quand même épouser celle qu'il n'aime pas. Et le père va imposer sa vision et son choix. Et on a un goût acide à la fin de la pièce par ce choix que je fais. Là, d'ailleurs, on pressent Marivaux. On pressent, on pressent Marivaux avec tous ces mariages où finalement on ne s'aime pas, mais on se marie et c'est pas grave, on trouvera une façon de vivre quand même. Voilà. Donc ça, c'est un peu tous les choix. Parce que finalement, il y a une lecture du menteur qui est assez liée à la question des assignations, assignations de genre, assignations sociales. Enfin voilà, il y a ce travail-là, visiblement, qui vous a bien intéressé quand vous avez monté cette pièce. D'où, en effet, la distribution, hein. C'était une des questions posées par une enseignante, hein, sur le choix de Lisa Pajon pour interpréter Cliton. Oui, Ouais, mais peut-être, du coup, revenir sur cette question de la distribution. Comment vous avez conçu cette distribution? Quels étaient les enjeux pour vous de cette distribution?
Eh bien, en fait, j'ai eu une prise de conscience tout à fait personnelle vers 2015 où je me suis dit que, puisque je réfléchissais beaucoup à la question de l'accessibilité, ou en tout cas comment les publics se retrouvaient, pouvaient se sentir concernés par ce qu'on faisait sur les scènes de théâtre, il m'a paru d'un seul coup une évidence qu'il fallait des distributions métissées qui représentent le monde dans lequel on vit. Donc, a priori, ça devrait même pas être un sujet. En tout cas, moi, je pense que on peut plus et on ne peut pas faire un théâtre exclusivement blanc. Il faut représenter toutes les populations. Donc, j'ai distribué les deux rôles des femmes à des femmes racisées. Voilà, et c'est bon. Ceci dit, que j'entends des commentaires en sortie de salle qui me font frémir en disant, dis donc, pour une noire, elle dit très très bien les vers. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire sur la représentation qu'on a d'une actrice noire, hein. Pareil, donc c'est une distribution qui est métissée. Voilà, il y a autant de gens racisés que de gens blancs. Voilà, et sur l'assignation, effectivement, il y a aussi le fait ça c'est drôle aussi que Cliton soit joué par une femme. Quand au salut, si quelqu'un perçoit que c'était une femme, il y a des gens qui sont vexés presque de ne pas avoir vu. Donc l'illusion a été complète. Ça m'amuse beaucoup, ça. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est important de savoir ce qui est dans la culotte de Cliton du moment qu'on a cru à l'histoire et qu'on a. Voilà. Donc ça pose bien la question de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que je suis au fond, est-ce qu'il y a un lien entre ce que je parais, ce que je suis. Ça pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce que l'autre projette sur ce qu'il voit? A priori, est-ce qu'il attend d'entrer en relation pour comprendre ce que l'autre est vraiment? Enfin, ça pose la question du regard, en fait, du spectateur. Qu'est-ce que lui met sur ce qu'il voit? Et est-ce qu'on peut déjouer son regard et le faire travailler sur son regard? Donc, effectivement, la pièce pose cette question-là et dans la distribution, je travaille cette question. Là, sur cette question-là, moi, ça m'évoque le Contes et légendes de Pomera avec cette distribution uniquement féminine et pour jouer des jeunes garçons. Donc, et avec cette surprise du public à la fin quand il se rend compte aussi que c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi cette interrogation sur, oui, est-ce que c'est si simple, cette répartition genrée? Sur la question des gens, il y a aussi, peut-être c'est l'occasion de parler des costumes, c'est-à-dire le choix des costumes que Valérie Ranchou a signé, mais que vous avez travaillé avec elle. Parce que les hommes portent des sortes de corsets. Donc voilà, là aussi, comment vous avez abordé cette question des costumes par rapport à ce travail-là? Euh, En fait, on s'est dit, moi je voulais quand même qu'on s'inspire du 17e parce que ça me paraît important toujours de citer le contexte d'écriture de la pièce, de le citer ou de s'en inspirer. Il me semblait que tout ça était un jeu, c'est-à-dire que la pièce est quand même magistralement structurée. Corneille est un génie en termes de dramaturgie, je veux dire. Et en plus, nous, on a rajouté, avec mon dramaturge Guillaume, cette intrigue supplémentaire avec Lucrèce. Donc, il y a quand même un jeu, quoi. Et donc, il y avait l'idée d'avoir un monde imaginaire inspiré du 17e, avec un jeu de pions ou oui, comme des cartes, comme des pions, donc de trouver notre règle du jeu. Donc, on s'est inspiré du corset, mais on est dans des matériaux et des couleurs qui sont totalement, qui ne pouvaient pas exister au 17e, qu'on arrive à avoir aujourd'hui avec des reflets, des matières un peu enfin, très contemporaines. Donc, ces matières-là décalent les lignes du 17e. Ensuite, ça m'amusait aussi beaucoup de cette jeunesse clinquante, voilà, qui veut en être. Donc, tous ces jeunes premiers, Dorante en tête, qui veulent en être, voilà, qui soient dans les baskets, dans quelque chose d'assez clinquant. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, j'ai des baskets très très chères, mais elles sont bio-responsables, enfin éco-responsables, etc. C'est-à-dire en fait, j'ai le chic choc qui coûte très cher, mais c'est quand même des baskets. Et du côté des suivants et des suivantes, c'est-à-dire Cliton et Isabelle, d'avoir plutôt des tenues chic, c'est-à-dire on est bien mis et on est content d'être bien mis parce qu'on est des serviteurs et donc c'est d'inverser les clichés parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Aujourd'hui, il y a plus de lecture de la classe sociale par le vêtement. Voilà. C'est beaucoup plus confus. Et donc, ça me paraissait intéressant, là aussi, de jouer sur l'inversement. Ce qui explique voilà, les lignes différentes, le traitement entre Cliton et Isabelle et le traitement de la jeunesse dorée
de la place des Vosges, enfin la place royale qui est aujourd'hui la place des Vosges, quoi. Si parce qu'il y a les tennis, à un moment donné, moi je me suis dit, il pourrait presque sortir d'une salle de sport aussi, mais très très Bien chic. sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette question du culte du corps aussi qui est posée dans, C'est dans ces... ça, et puis il y a Géronte au milieu de tout ça qui a la fraise, qui donc lui est tenant d'un autre temps, mais qui en fait représente cette génération, qui a encore beaucoup de pouvoir, hein, puisqu'il va quand même marier son fils comme il l'entend. Et donc il y a quand même une espèce de garde qu'il y a aujourd'hui. J'ai fait un Géronte assez vieux parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une génération qui tient beaucoup de choses. Quand celle d'après a envie de faire avancer les mœurs, les règles. Et donc, c'est une génération qui s'accroche. Voilà. Et d'ailleurs, sur Géronte, il y a ce moment assez drôle où Géronte, il y a une enseignante de Saint-Herblain qui pose la question d'ailleurs sur la prononciation, le fait de partir dans une prononciation quasi baroque, avec les S prononcés, avec les R roulés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme s'il il rebasculait dans cet univers 17e. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix aussi de l'interprétation de Géronte? Bah, ça, c'est que ça m'amusait beaucoup quand on travaillait. On a lu en Vieux François. Et donc, ça m'amusait beaucoup qu'il y ait pareil, un clin d'œil à ça et qu'il y ait une trace de ça. Il y avait quand même aussi l'idée à ce moment-là de faire une France avec une langue unique, hein. On était en train d'avoir des œuvres qui allaient se diffuser comme ça. Et donc, il y avait une façon encore de prononcer qui était particulière. J'ai beaucoup douté d'avoir fait ça. Finalement, je l'ai gardé sur quelques vers en me disant, c'est quand même bien d'entendre ça, quoi. Je trouve ça joli. Et puis, il y avait une idée de se dire que c'est un autre temps, que Géronte, c'est un autre temps, mais qu'il a le pouvoir encore. Et donc, comment on fait? Mais ce qui est intéressant, c'est la bascule entre les deux, d'ailleurs. C'est-à-dire que Oui, c'est le fait que peu de temps après avoir parlé comme ça, hop, il rebascule dans une forme tout à fait contemporaine, ouais, dans la langue de son fils. dans la langue de son fils. C'est-à-dire que c'est comment je Juste après, il va arriver à la négociation avec lui. Je t'ai trouvé une femme comme il faut. Et donc, il revient à un langage. Il se fait plaisir, quoi. En plus, c'est beau parce que c'est le moment où il parle des grands bâtiments. C'est-à-dire que Paris, à ce moment-là, est en plein travaux. Donc, il dit, c'est gros, il est fasciné par les travaux qui sont faits dans Paris. Paris prend un essor à ce moment-là. Et donc, il parle des grands bâtiments et voilà, avec son côté vieillot, quoi. Mais bon, c'est toute une époque, quoi. mais c'est aussi celui qui est capable justement de faire le lien entre les deux, quoi, Exactement, ouais. ouais, sur la question de la responsabilité de cette génération-là, quoi. Oui, Sur la question de la condition de la femme, parce que quand même ce moment où justement on bascule de l'alexandrin à la prose, c'est aussi une façon de, est-ce que c'est pas un geste de je me libère d'une assignation? si, si, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, je quitte le code et je dis, on a été les objets d'un drame masculin depuis trop longtemps, nous sommes les objets d'un drame. Donc c'est aussi rendre justice à toutes ces femmes de tout le théâtre classique qui sont à chaque fois les objets de ces messieurs qui font des mariages et qu'elles sont bien malheureuses d'épouser celui qu'elles n'aiment pas et que c'est quand même comme ça et qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être silencieux par rapport à ça, enfin de faire comme si de rien n'était. Enfin, moi, ça me paraissait compliqué. Là, on parle encore d'intégrité ou de mensonge, c'est-à-dire la place du metteur en scène par rapport à comment il se positionne par rapport à un discours, par rapport à une pièce, sans vouloir forcément actualiser dans le sens. Euh, Enfin, j'ai essayé de faire ça finement, c'est-à-dire de dire, OK, en fait, à un moment donné, elle bascule, c'est comme si elle fait une sortie, une échappée vers le 21e siècle et que, hop, elle revienne finir la pièce, quoi, parce qu'on est à l'acte 4 hein, quand ça se passe. Et donc, il faut bien en finir. Mais finalement, Lucrèce s'en sort gagnante. C'est quand même elle qui a gagné, hein, puisqu'elle trouve ce type de rente assez charmant et finalement, elle l'a pour elle. Et c'est lui qui va être dominé dans le mariage, puisque donc je réussis quand même à faire une petite pirouette avec la pièce. Mais elle reste des objets. Ouais, effectivement, c'est une libération. En tout cas, C'est une à un moment donné, il transgression. y a une petite fenêtre possible. Voilà. Parce que si je ne m'abuse, on entend d'ailleurs tu transgresses, il faut parler en vers. Exactement, elle la rappelle à l'ordre.
Parce que, en fait, c'est ce qui est génial, c'est que c'est Clarisse qui fait ça. Lucrèce, qui, elle, intrigue, utilise les codes du jeu pour arriver à ses fins. Clarisse est beaucoup trop naïve. En fait, Clarisse, c'est un très beau personnage parce qu'elle est très honnête. Elle dit à Alcide, oui, oui, non, mais je vais t'épouser, mais bon, elle attend quand même parce qu'en fait, elle n'est pas attirée par lui, mais elle essaye de faire comme elle peut et elle n'a pas de coup d'avance, elle n'a pas la stratégie, elle n'a pas, elle est assez, elle est pas douée en stratégie. Lucrèce l'est et Dorante l'est. Et ça pose une question, ça, c'est la pièce plus globalement qui pose des tas de questions sur ça, quoi. Ouais. Mais justement, parce que revenons sur cette question de Java vérité qui se saisit du mensonge, euh, parce que ça pose aussi la question, est-ce que le mensonge est nécessaire pour survivre en société? Bah, déjà, j'aimerais vous dire que non. Déjà, bah, bon, je pense que moi, je m'intéresse beaucoup aux mensonges. C'est pour ça que la compagnie, elle s'appelait Java Vérité. Je pense que le théâtre, c'est comme la philosophie, c'est un exercice de vérité. C'est-à-dire, on fait un exercice de vérité en allant au théâtre. On va s'interroger sur la vérité de l'être, du monde, de nous-mêmes. Voilà, c'est un exercice de vérité. Ce qui est génial, c'est qu'au théâtre, je pense qu'on cherche la vérité avec les outils, avec les artifices. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette pièce, elle est passionnante. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la crédulité, notre crédulité, a priori. On part du postulat que si vous me dites quelque chose, je vous crois. C'est beau ça, ça donne beaucoup de confiance en l'humanité, surtout ce matin. Se dire, bon voilà, je parle, je crois, un acteur vient, il dit quelque chose, on le croit. Voilà. Et la pièce, le menteur, met ça à l'épreuve. Euh, on croit Dorante, en plus il est bon, voilà, il est jeune, il est charmant, il arrive à Paris, il a envie d'être amoureux, il a envie, tout ça. Et pour arriver à ses fins, il va mentir. Puis un mensonge, puis deux mensonges, puis... Et on est tiraillés, nous, en face, en se disant, oh, mais c'est pas bien, je sais que c'est pas bien de mentir, puis en même temps, il nous amuse beaucoup. Et il donne, enfin, sans lui, il n'y a pas de pièce. Donc on est très embêtés parce que on en redemande, alors qu'on sait que c'est pas bien. Donc ça nous met face à quelque chose. Je pense que ça, c'est vraiment une pièce qui aussi interroge notre crédulité et aussi la question de est-ce que pour obtenir quelque chose, on doit mentir? Est-ce qu'on doit euh, se faire passer pour autre? Est-ce qu'on doit, jusqu'où on va là-dedans, jusqu'où on va pour se faire, pour en être, pour appartenir? Parce que c'est ça qu'il veut, lui. Il veut conquérir Paris, il veut en être, il veut rentrer, il veut vivre l'amour, il veut sa part du gâteau. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour l'avoir? Sachant qu'il va quand même partir faire la guerre et qu'en en fait, ce qu'il veut, c'est avoir une histoire d'amour avant de partir. Voilà. Et il va être prêt à aller très loin. C'est terrible. Alors, il y a un moment où le spectateur, et ça dépend du spectateur ou de la spectatrice, va se désolidariser de lui ou pas du tout. Parce qu'au moment où il fait croire à son père qu'en fait il est marié, qu'en fait il a déjà un enfant, qu'en fait, bah là, ça devient grave parce qu'il y a il y a des dommages collatéraux. Donc, du coup, est-ce qu'on se dédouane? Est-ce qu'on se dédouane pas de lui? Alors, par rapport à la question de la place du spectateur, j'ai évidemment une question sur les miroirs. Parce que il y a ce dispositif que vous avez choisi avec ces grands panneaux de miroirs. Quand j'ai regardé la captation, je me suis rendu compte que les angles de vue, de prise de vue des caméras étaient faits de telle façon, soit légèrement en contre-plongée, soit en plongée. Et donc, du coup, on ne se rend pas compte si le public se voit. Ouais. Et donc voilà, c'est ma première question, c'est parce que surtout le premier acte, on a vraiment, enfin les miroirs sont vraiment face au public. Donc dans quelle mesure le public était reflété dans les miroirs? Est-ce qu'il était possible pour le public de se voir dans le miroir ou pas? Alors, non, il se voit à l'entrée publique, où là, il Ouais. a largement le temps de voir qu'il est dedans, ce qui imprime quelque chose, c'est-à-dire que dès le départ, il se dit, OK, je fais partie du jeu. Et donc, aussi, quand Cliton et Dorante arrivent, nous voici deux dans les Tuileries.
le public est à Paris. En revanche, après, c'était très important qu'il ne se voit plus. Et c'est aussi ce qui explique la couleur du décor orange. C'est que la couleur orange fluo va prendre toutes les pollutions lumineuses, va prendre toutes les pollutions pour que le reflet dans le miroir soit le reflet essentiellement des acteurs qui jouent. Donc, le orange va absorber, je sais pas, toute la pollution que vous pouvez avoir en face, à côté, etc. Parce que l'orange est très, très fort en termes de lumens, quoi, de lumière. Voilà. Donc, va faire qu'on sauve le reflet des acteurs. Après, pour revenir sur le dispositif, bon, déjà, il y a la question baroque, hein, très clairement. Voilà, le reflet, l'instabilité, quelque chose de mouvant, voilà. La démultiplication. Il y a la question si on parle vraiment de Corneille et de la règle unité de lieu, il fait une entorse, hein, puisqu'il place ça à la place royale, donc place des Vosges, qui, moi, je peux considérer que c'est une place place to be, c'est-à-dire une place moderne où il y a un bâtiment avec une façade qui reflète quelque chose. Voilà, pour moi, c'est ça que je raconte au début. Et il fait une entorse puisque à l'acte 2, il nous met chez Clarisse. Alors ça, c'est mystérieux, même pas sur tout l'acte, mais juste sur le début de l'acte 2. Et donc, à partir de là, c'était compliqué. Et après, il nous fait un troisième coup un peu compliqué, c'est qu'il nous place la scène du balcon, qui est une des scènes les plus compliquées en termes d'espace à régler, enfin, je dirais même compliquée dans le théâtre classique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une scène où il parle à une femme qui peut le voir, mais lui ne peut pas la voir. Et donc, pour résoudre ça, faut se lever tôt le matin. Et donc, en fait, à partir du moment où on a compris qu'on voulait travailler sur un reflet, on a travaillé longtemps pour que ce monstre de miroir, c'est-à-dire il y a 12 mètres de miroir qui s'articulent, soit au service de la narration, au service de la pièce, et que on s'est rendu compte qu'en fait, dans le balcon, il est enfermé dans son propre reflet. Et qu'à la suite de ça, à la suite de cet échec pour Dorante, il va être rejeté de son reflet, c'est-à-dire, vous voyez bien dans la scénographie, il est à la fois enfermé dans le reflet et à l'acte 4, il n'a plus accès. C'est comme une forteresse. Donc en fait, je dirais que le dispositif s'appuie quand même majoritairement sur l'axe dramaturgique de Dorante. Il est aux Tuileries. La façon dont il va agir va déformer ce miroir dans lequel il se contemplait. Et ça va jouer totalement son histoire. Voilà. Et à la fin, ça va se refermer, hein. Donc, il y a aussi dans l'acte 2, quand je fais un demi-arc de cercle, on voit bien que Clarisse devient multiple. Et donc, pour Alcippe, elle devient plusieurs. Il n'arrive plus à savoir qui elle est, puisqu'il l'accuse de l'avoir trompée, etc. Donc, il y a une multiplication des reflets qui rend fou Alcippe. Donc, en fait, j'ai essayé de faire en sorte que les reflets jouent aussi le rapport au mensonge, au paraître et à l'être, selon les situations qu'on est en train de traverser. Voilà. Euh, Sachant que là aussi, les joueurs. Mm. c'est toujours la question de la captation, parce elle est importante pour tous ceux et celles et ceux qui ne peuvent accéder à ce spectacle que via une captation. Mm. C'est-à-dire que là, on a affaire à un spectacle où, par définition, chaque spectateur voit quelque chose de différent. C'est-à-dire que la question des reflets, des miroirs, en fonction de l'endroit où on est dans la salle, évidemment, on ne Mm. voit pas tout à fait la même chose. Et donc, vous, comment vous avez travaillé est-ce que vous avez pu intervenir dans les choix de la captation, dans la façon dont c'est filmé, euh, pour résoudre ça? Parce que finalement, on n'a qu'un point de vue dans la captation. Non, non, la captation s'est Ouais, faite d'accord, très tôt dans la création, ouais. comme voilà, elle se regarde. Mais si je refaisais une captation aujourd'hui, je travaille, enfin, en fait, au moment où j'ai fait la captation, j'étais en train de faire un spectacle. Donc, je n'ai pas du tout, Ah, d'accord. voilà, la captation n'a pas travaillé cette question-là parce que c'était une captation de traces. Déjà, je ne pouvais pas savoir que le spectacle aurait la vie qu'il a eue, ni même qu'on serait là aujourd'hui, etc. Enfin voilà,
ça sera à réfléchir. Peut-être il faudrait faire une captation, mais vous savez comme moi que ça coûte de l'argent Et oui. et que par les temps qui courent, l'argent est rare. Mais voilà, je ne rougis pas de la captation qu'on a. Pour autant, vous avez raison sur la question du reflet, elle n'est pas totalement optimum. Ben voilà, c'est une vraie question, quoi. Vu le Ouais, dispositif, ouais, ouais. je pense que. Bon, après, je me demandais, oui, parce que vous avez dit au début, le public se voit, et est-ce qu'à la fin, il se voit? Moi, je n'arrivais pas à me rendre compte de ça aussi. Est-ce qu'il y a un moment donné où, à nouveau, on interpelle par le miroir ou pas? Alors non, mais je pense que ça sera le cas sur la reprise de la saison prochaine. D'accord, ok. Il y a quand même ce travail, parce que. Et puis, Oh, pardon, la scénographie, une petite chose que je veux ajouter, c'est le polyèdre, ah oui. Ah, qui est vous cette avez espèce une de question. forme mystérieuse qui en fait vient d'une gravure de Dürer qui s'appelle Mélancolia. Qui nous a beaucoup obsédés. En fait, ça part d'une chose très bête, c'est que je disais à mon scénographe, il faut un point d'ancrage où on peut éventuellement s'asseoir, mais c'est pas un banc, c'est quelque chose de plus mystérieux qui doit être là. Et en fait, mon idée de départ, voilà, que j'ai dit à mon scénographe, c'était, vous savez, les caméras dans les villes maintenant, elles sont parfois cachées dans des dômes, des demi-sphères qui reflètent. Et en fait, en dessous, il y a des caméras. Et je lui dis, voilà, c'est ça en fait. C'est un monde de surveillance où finalement, il y a quand même une caméra qui est glissée quelque part et tout ça. Et en fait, au lieu du dôme, lui il m'a proposé ce polyèdre en me disant, c'est une forme beaucoup plus curieuse. Donc là, d'ailleurs, il y a du public qui se voit dans le polyèdre. Les premiers rangs se voient dans le polyèdre. Et ce polyèdre, c'est une forme qu'on a mis beaucoup de temps à expliquer mathématiquement. Et en fait, pour moi, elle est comme, elle pourrait représenter la vérité. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais qui existe, mais qu'on ne sait pas comment prendre. Il y a Et plusieurs. dans la direction d'acteur, c'est un pôle sur le plateau, où, si vous pourrez remarquer dans la captation, ils vont au polyèdre à des moments bien précis dans le texte qui sont reliés à la question de la vérité ou en tout cas de la crédulité. Est-ce que je crois ce qu'on me raconte? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que voilà, c'est Géronte dans le mensonge avec la montre, voilà, à l'acte 2 va s'asseoir dessus. Il y a l'amoureuse Clarisse quand il lui dit j'ai fait la guerre, elle met une main dessus, elle s'affaisse. Quoi, vous avez vu la guerre? C'est d'un coup voilà, il y a quelque chose qui se joue avec ce polyèdre. Mais alors, du coup, parce que bon, moi, j'avais vu l'expo à Paris, la Mélancolia, où on voyait cette fameuse gravure de Dürer. Et donc, est-ce qu'il y avait cette idée quand même que cette trace de mélancolie ou pas du tout, quand même? Est-ce que ça renvoie à ça? Euh, je dirais pas. Alors, si vous me parlez de façon personnelle, oui. C'est-à-dire que moi, je rêverais d'un monde dans lequel on serait intègre et on pourrait dire la vérité et où on n'aurait pas besoin de trouver des parades pour obtenir ce qu'on veut. Et enfin voilà, je rêve de ça, mais comme une utopie. Donc oui, je suis très mélancolique du fait qu'on ne puisse pas y arriver. Après, dans toutes les analyses et tous les kilomètres de critiques sur ce tableau de Dürer, il y a aussi la question de la beauté. Comment représenter la beauté? Et la mélancolie arrive par l'incapacité à représenter la beauté. Et pour moi, il y a quelque chose de beau dans le menteur, dans la langue, dans les sentiments, on touche la beauté, dans le Cid aussi, parce qu'on a beaucoup cette question, pourquoi monter le Cid aujourd'hui? Ça n'a plus rien à voir, mais en fait, c'est juste la beauté, quoi. On a besoin de beauté, on a besoin d'amour et de beauté, voilà, je pense. Donc, je pense que cette pièce, elle contient de la beauté. Néanmoins, parce qu'il y a cette pièce, elle interroge aussi le culte de l'image, le culte de qu'est-ce que je donne à voir de moi, qu'est-ce que, voilà, finalement, avec cette question du téléphone portable qui apparaît à la fin, mais ce culte de ce que je donne à voir sur les réseaux sociaux, sur comment je me prends en photo, comment je me filme, etc. Enfin, les miroirs, ça renvoie aussi à cette question de quelle image je veux les donner de moi-même. Et par rapport à cette question de la vérité, là, en effet, Ouais, exactement. Puis il y a la question du double.
En fait, il y a la question du double, c'est-à-dire on est dans une société de la communication avec voilà, des médias, et on met en scène sa vie tout le temps. Enfin, certaines mettent en scène, une grande majorité des gens la mettent en scène, leur vie. Donc dans une image, dans un double, donc on a deux, il y a notre vie à nous et il y a le double. Qu'est-ce qu'on fait de ce double? Et ça, enfin, je trouve ça très dur, ça, très inquiétant, très compliqué, en fait. J'ai pas de. Donc la pièce, elle parle de ça, c'est-à-dire il s'invente une vie. Il y a ce vers, hein, le dedans paraît mal dans ses miroirs flatteurs, Ouais, enfin, exactement. qui est dans l'acte 2 scène 2. Hein, Exactement. Et bah, c'est Clarisse. ouais. C'est Clarisse qui essaye de dire je voudrais que ça soit tout un, mon intérieur et ce que je peux dire. Et en fait, comment on négocie avec ce qu'on a à l'intérieur de nous pour vers l'extérieur et comment c'est euh, c'est c'est très dur, quoi. Et je crois que le théâtre, quand même, nous pousse à. Enfin, l'expérience théâtrale, elle peut nous pousser à oser dire vraiment. Voilà. Enfin, je crois vraiment ça. Mais L'une des participantes me faisait remarquer que la pièce est aussi au programme de l'agrégation interne, hein. Donc, ah oui, ok. La question qui se pose notamment à l'épilogue, et à mon avis, que soulève la pièce, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Voilà, ça c'est vraiment une question qui est soulevée. Est-ce que mentir, ça rime avec pouvoir? Et donc, moi, j'en arrive à dire, est-ce que du coup, dire vrai, c'est un contre-pouvoir? Voilà, c'est ça les questions qui m'intéressent dans la pièce au fond. alors, il y a une question de la part d'une participante. Pourrait-on revenir sur les bruits de verre cassés? Ah oui, alors, vous savez que la pièce Corneille s'inspire bon, bah, du grand siècle espagnol et notamment d'une pièce qui s'appelle La vérité suspecte, qui est une pièce d'Alarcón, qui est trouvable d'ailleurs facilement, qui est une pièce intéressante et on comprend pourquoi il s'en est inspiré. Et dans cette scène, enfin dans cette pièce, il y a une scène cruciale où la vérité est révélée et elle est révélée avec un vase qui est cassé. Et ce son du bris de verre m'a beaucoup intéressée en me disant, mais en fait, effectivement, c'est un son pour moi qui est très relié à bas les masques, quoi. Et quand, je sais pas, quand on vit des situations où on va dire la vérité à quelqu'un, une vérité dure à entendre, par exemple, sur un point de vue amoureux, par exemple, une rupture, etc., on peut avoir ce sentiment d'un verre qui se casse, de quelque chose qui lâche, quoi. Et surtout, alors après, beaucoup plus trivial, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, hein, donc, du coup, qu'est-ce qui se brise? Et donc, dans la mise en scène, ça suit dramaturgiquement les révélations. C'est-à-dire, en fait, la prise de conscience de quelque chose qui n'est pas qu'on croyait être. Donc, le verre se brise dans la pièce, et ça, c'est pareil, je pense que je vais le revoir avec plaisir dans la reprise là, l'année prochaine dans la pièce, eh bien, à chaque fois qu'il y a une déconvenue, qu'il y a une prise de conscience, il y a un verre qui se brise, mais ça va vite, mais il se brise. Et je trouvais que c'était juste par rapport au miroir aussi qu'on a face à nous, qui reste lui. Voilà. C'est-à-dire que les réseaux, c'est génial, les réseaux sociaux fabriquent de la souffrance sans arrêt, c'est-à-dire des gens qui pleurent, des gens qui sont, voilà, des suicides, voilà. Mais l'écran est toujours parfaitement lisse et il se passe toujours des tas de trucs dedans. Et voilà. Donc, je trouvais ça important d'avoir ce son de verre brisé qui vient. Voilà. Ça fait aussi, c'est aussi lié avec des flashs lumineux. Ça aussi, je voudrais retravailler. Il y a des flashs lumineux. Je ne sais pas si sur les captations, je pense qu'on quand même qu'on les voit. Je me disais, qu'est-ce qui passe à la tête, dans la tête de Dorante au moment où il va mentir? Et j'avais envie qu'on. En fait, c'est-à-dire que quand on décide de transformer la réalité, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, quoi? Qu'est-ce qui fait que je décide de ne pas dire vraiment ce qui est?
Qu'est-ce qui fait que je décide d'enjoliver, etc. Et évidemment que, quand vous disiez tout à l'heure, oui, mais mentir, alors bon, bah, on ment tous, etc. Évidemment que déjà parler, c'est mentir. Déjà mettre des mots sur des choses, c'est déjà un mensonge, c'est déjà une convention. Mais jusqu'où on va dans... Voilà, ça, c'est une question intime, quoi. On pourrait, parce que voilà, comme question aussi sur les choix en termes de musique, c'est-à-dire, même si pas globalement, en particulier dans ces transitions entre les actes, avec une évocation d'une musique baroque qui dérive peu à peu vers quelque chose d'électro. Donc il y a cette volonté quand même toujours de partir du 17e et d'aller vers aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est comme ça que vous avez travaillé, mais est-ce que vous voulez dire deux mots sur ces choix musicaux? Bah, le choix, non, vous avez très bien expliqué ça et c'est assez simple et c'est je tends la main et je vais vers notre époque doucement avec l'avancée de la pièce. En revanche, ce qui me paraissait très important, c'était de garder la structure, c'est-à-dire que le spectateur ait accès à la structure de la pièce en 5 actes et que surtout ça permette de respirer, quoi. C'est-à-dire que je pense que ça demande une acuité, une vivacité d'esprit comme dans la réception de la langue, et que on a besoin absolument de renettoyer nos oreilles, nos yeux, d'avoir un temps de respire pour repartir sur l'acte 2, repartir sur l'acte 3 et ainsi de suite. Et ça j'y suis très attachée à cette forme-là. Et voilà, là où je suis stupéfaite dans la réception de la pièce, c'est que on sent bien que le spectateur au début a besoin de s'accoutumer à la langue et jeunes et moins jeunes s'y font totalement et au bout d'un moment ont un plaisir comme un jeu quoi. J'ai compris les codes du jeu et j'y joue. Et vraiment à l'acte 4 c'est flagrant, les gens sont dans le plaisir total de la langue et de toutes ses finesses. Et je parle vraiment même d'un public très jeune, ne serait-ce que parce que cette distribution métissée, elle fait que le public jeune se sent représenté. Et donc, c'est radical, quoi. Quand la jeune femme rentre sur le plateau, Clarisse, là, d'un seul coup, tout le monde fait ah ouais, ah d'accord, ah c'est nous. Et du coup, c'est possible. Il y a une identification qui est possible. Et donc, il y a une adhésion, quoi. Et la musique électro achève de faire le travail aussi, de se dire, ah ouais, en fait, à l'acte 4 parce que l'acte 4 il y a une ellipse, donc je fais passer une nuit. C'est d'ailleurs encore une de temps et d'action. Corneille joue avec les règles et donc il y a une nuit et donc je sous-entends dans l'ellipse qu'ils font la fête. Et donc là on est au quatrième acte, la langue est acquise pour le spectateur. Donc du coup, ça y est, c'est aujourd'hui quoi. Il n'y a plus du tout de 17e siècle, alors qu'on parle totalement dans une langue totalement classique quoi. Puisque vous allez reprendre le spectacle, donc si j'ai bien compris, il y a quand même des petites choses que vous avez envie de réinterroger dans la mise en scène, de modifier. Est-ce que, au-delà de celles que vous avez évoquées, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui vous intéresseraient dans cette Ah, reprise? bah, de toute façon, le duo central change. Dorante, ça va être joué par un autre acteur et Cliton par une autre femme. Donc déjà, ça va changer totalement la donne. Ça me réjouit plutôt parce que je pense que c'est important enfin, que moi, je réenvisage. Donc j'ai aussi fait d'autres choix, enfin un choix d'un autre duo. Mais sinon, non, je pense que quand même le spectacle existe. Je pense que ce que j'ai évoqué dans les reprises, c'est à peu près l'essentiel. Je vois pas qu'il y ait, quand je regarde la captation, je trouve pas que le spectacle soit daté, que je me dise, oh là là, c'est vieux, faut revoir, etc. Je suis contente de ce travail. Maintenant, ce qui va être revu avec, parce que moi, j'ai changé de plage et je pense que j'ai vieilli. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses il va être vivant aujourd'hui avec ce que je suis, avec la nouvelle équipe. Mais dans sa forme, dans les choix que j'ai faits en termes de scénographie, de son, si ce que je vous ai dit, voilà, j'aurais affiné, quoi. Mais dans les grandes lignes, ça va rester ce spectacle, quoi. Parce que je l'aime et que c'est pour ça que je le reprends. Donc, Sur les liens entre mensonge et pouvoir, sans doute, ça sonnera un peu différemment. ça sonnera un peu différemment, ouais. Ouais, ouais. On n'a pas beaucoup parlé de ça d'ailleurs, de Louis XIII, Louis XIV, du fait que quand même Corneille est un visionnaire, hein, parce que il écrit ce gars qui va à Paris, enfin,
Louis XIII, il vient de perdre Louis XIII, qui était son protecteur. Il va anticiper la centralisation du pouvoir à Paris, la cour, Versailles. Enfin, il est assez visionnaire. Après, je ne sais pas les lendemains qui nous attendent. Là, vu la soirée d'hier soir, et j'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Enfin, je ne l'ai pas réfléchi avec cet angle-là, en fait. Voilà. Bonjour. Si vous avez encore une petite minute, c'est parce que à- au programme de l'agrégation, comme je le disais, donc il y a le menteur, mais il y a aussi la suite du menteur. Et je voulais savoir si enfin, si vous l'aviez lu, parce que au niveau des personnages féminins, justement, j'ai l'impression qu'il y a encore un pas de plus et un pas de plus vers l'émancipation, puisque on retrouve Dorante qui lui est emprisonné euh, euh, par erreur. Ouais. Et la jeune femme qu'il va tenter de séduire, elle est à l'extérieur, elle est libre. Elle a un frère qui fait figure de père, mais dont elle réussit pour le coup à être une vraie intrigante et à retourner la situation en sa faveur. Et on a donc un personnage féminin avec Mélisse qui est beaucoup plus fort et assez avant-gardiste pour le coup. Ouais. Bah, je suis d'accord avec vous. Et après, je trouve la pièce quand même assez ennuyeuse, moi. Ouais. Elle Je trouve n'avance qu'elle est pas. moins divertissante, moins plaisante. On a moins... Ouais, et puis moi, elle me raconte moins le monde dans lequel je vis, quoi. Elle est moins prégnante, enfin, tout ce qu'on a évoqué sur comment on peut se la raconter aujourd'hui, ou en tout cas se raconter, etc. Je trouve qu'elle est moins forte. Je fais beaucoup moins de liens avec l'époque dans laquelle on vit, ce qui est pour moi essentiel quand je monte un texte, quoi. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous, le personnage féminin est beaucoup plus... Mais on dirait que la pièce n'a plus de consistance, comme le menteur ne ment plus, bah, il y a plus d'enjeu, quoi. Donc, elle est Oui, ou en assez... tout cas, il se retrouve à mentir, mais plus pour les mêmes raisons, plus dans Oui, une voilà, mais perspective bon, divertissante. ouais, Pour le coup, c'est presque un peu moralisant, mais à la fois, on a ce personnage féminin rattrape, enfin, qui redéséquilibre. ouais. Bah, je vais la relire, du coup, je vais la relire aussi. C'est marrant parce qu'en ressortant tout là, mes documents, je suis retombée sur la suite, je me suis dit, il fallait que je la relise absolument. C'est intéressant. Puis même s'il y a des élèves qui aiment le menteur, ils ont envie de lire la suite. Enfin, c'est obligé, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est comme une série, quoi. c'est ça, c'est la saga avant l'heure. C'est là, exactement. Encore, et visionnaire Corneille, j'arrête pas de le dire. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci mille fois à Julia Vidi d'avoir répondu à nos questions. Et Ah, puis merci. à la prochaine rencontre.